Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous y sommes. Dans quelques heures, la NBA reprend ses droits. L'occasion pour nous de vous livrer le dernier épisode de nos previews de la saison 2024-2025. Et on finit en beauté avec les équipes qui ont fini sur le podium l'année dernière. Dans cet épisode, une fois n'est pas coutume, programme chargé. Kevin Durant va-t-il retrouver les sommets de la NBA? Le duo Luka Doncic, LeBron James va-t-il rouler sur la concurrence? Les Boston Celtics peuvent-ils survivre sans Jason Tatum? Les Cleveland Cavaliers vont-ils continuer de choquer en demi-finale de conférence? Et bien sûr, le meilleur pour la fin, respect aux champions, une équipe est-elle en mesure d'arrêter OKC et de les empêcher de réaliser le back-to-back, qui serait le premier depuis les Warriors? Pour répondre à toutes ces questions, je ne suis pas seul, comme d'habitude, mon frère et compère, même si je ne l'ai pas choisi, Jérém est avec moi, comment ça va? On choisit pas sa famille, on choisit pas sa On ne famille. choisit pas sa famille. Mais vous pouvez choisir, vous pouvez vous abonner, rejoindre la petite fratrie. Comme on vous a dit, Très hein, simple. on peut augmenter la fratrie. Alors, on peut, mais bien sûr, on est prêt, on n'a pas choisi le premier, on vous laisse, on choisira pas les autres non plus, on vous laisse rejoindre la fratrie, pour ça il suffit de s'abonner, et en 2025, c'est toujours le meilleur moyen et le plus simple de se faire adopter. Si ça te va, on traîne pas plus, il y a pas mal de choses à voir. On y va. Générique. Du coup, comme pour les épisodes précédents, on remonte le classement par le bas, même si cette fois-ci on est très loin du bas, mais on va remonter le podium par le bas pour le coup. De l'année dernière, je te laisse le choix parce que j'ai vu que tu n'étais pas content la semaine dernière. Est-ce qu'on commence par l'Est ou est-ce qu'on commence par l'Ouest? Ouais. J'ai hésité à mettre It's Time de Mariah Carey, tu vois, au retour de la NBA plutôt que pour Noël, parce que ras le cul de l'entendre chanter à Noël. Ça y est. Et Mais puis à Noël, tout le monde en a marre. voilà, donc je voulais le mettre un peu plus tôt pour surprendre des gens. Non, je l'ai pas fait. Et on va on t'en remercie. commencer par l'Est. L'Est. Ça tombe bien, j'étais d'accord avec ça. Du coup, si on reprend le classement de l'année dernière, les Knicks, qui avaient fini 3e la saison dernière. Petite news qui est tombée ces derniers jours, Malcolm Brogdon ne fera finalement pas la saison avec les Knicks. Lui qui prend sa retraite à seulement 32 ans, bientôt 33, après 9 saisons en NBA. Lui qui a été notamment rookie de l'année avec les Bucks en 2017 et Six Man of the Year en 2023 avec les Boston Celtics. Une petite réaction à cette news avant qu'on commence? Pas compris. Surprenant. Pas compris. Il est dans On en une- apprendra peut-être plus tard, si peut-être, je sais pas, qu'il y avait Après, des blessures récurrentes. ouais. Enfin, il a été embêté par les blessures, mais peut-être qu'il y avait des choses dont il n'arrivait pas à revenir, je sais pas. Puis peut-être des raisons personnelles que on n'aura peut-être jamais, enfin, en grand détail Oui. en tout cas. Ouais, non, pas compris, parce que bon, bah, vous l'avez présenté là, et comme ils ont fini l'année dernière, c'est que ils sont dans le potentiel podium, voire plus, et pourquoi t'arrêter maintenant alors que t'arrives dans une équipe qui a du potentiel? Une équipe qui joue ouvertement le titre, pour le coup. Ouais, c'est ça. Leur but, alors, c'est précaution, etc. Mais en tout cas, c'est pas les ambitions ne sont pas cachées. Les moves ont été faits en ce sens-là. Ils veulent clairement sortir de l'Est. C'est la saison, entre guillemets, ou jamais, on va revenir dessus. Et puis, c'était, avec sa présence à lui, c'était un bon apport complémentaire. Donc on va en reparler un petit peu dans la suite. Si on commence un petit peu comme d'habitude avec le starting five potentiel, parce que il y a toujours un peu des interrogations, même si on connaît leurs 6 joueurs qui vont jouer le plus, si on écarte les blessures, hein, c'est comment ça s'organise. Pour ma part, tu me dis si tu aurais fait la même chose. C'est peut-être pas ce que je préfère, quoique. Donc on aurait eu Bronson en 1, Michael Bridges en 2, OG Anunoby en 3, Karl Anthony Towns en 4 et Robinson en 5 quand il est présent. Je pense que les interrogations qu'il y a, c'est est-ce que Josh Hart sort du banc
ou est-ce qu'il est titulaire? Et dans ce cas-là, tu aurais plutôt 4 en 5 avec Robinson qui, lui, sortirait du banc. Ouais. Je pense que ça peut aussi dépendre des équipes contre qui ils vont tomber. Mhm. S'ils ont besoin d'un peu plus de taille, justement, mettre Mitchell Robinson et descendre Towns en poste 4. C'est en tous les cas, je pense, un effectif qui fonctionnera dans la première ou la seconde configuration que tu as donnée. Ouais. Euh, Après, voilà, les 6 joueurs peuvent carrément starter. Et ils vont avoir, bah, comme on disait un peu en intro, là, franchement, un bel effectif. Et limite, moi, ma question tout de suite, c'est quand est-ce que on a vu les Knicks aussi forts avant, enfin, probablement aussi forts, du coup, puisque la saison n'a pas encore commencé, mais probablement aussi fort que cette année. Moi, je pense que c'est il y a très longtemps, voire au moment où ils ont eu leur titre, quoi. Et Hmm. encore, peut-être même encore meilleur, enfin, en termes d'effectifs, quoi. C'est clair que l'effectif est plus que plaisant à voir comme ça. Je suis d'accord sur la question des match-up, même si je pense qu'en saison régulière, à un moment donné, il y aura un 5 qui sera dessiné. Hmm. Alors on le répète plusieurs fois, pour ceux qui commencent à suivre la NBA, il y a le 5 majeur, le 5 de départ. C'est pas forcément le 5 qui joue le plus de minutes. Par exemple, un Robinson peut très bien starter les matchs plus souvent qu'un Josh Hart. Pourtant, je peux être persuadé que Josh Hart jouera plus de minutes en cumulé En et minutes même en moyenne et en fin de match qu'un surtout. Robinson. En Oui, fin de clairement, match, à mon clairement sur avis, les. un Mitchell Ouais. Robinson qui est bancal sur ses lancers francs, qui va pas avoir d'impact offensif, ou alors ils feront de la rotation action par action, comme on voit Défense. certaines Ouais. fois, Mhm. attaque-défense. Ça va être le seul moyen de le voir jouer des fins de match ou blessure, enfin, pas blessure, problème de faute sur les fins de match si un mec est sorti. Mais Mhm. sinon, clairement, ça va être Towns en poste 5 et les 4 autres que tu as cités de poste 1 à 4 plutôt qu'un Mitchell Robinson sur une fin de match, hein. Ouais, je suis d'accord. Dans cet effectif-là, qui est complet, donc les arrivées principales, alors de cet été, du coup, on avait enregistré Malcolm Brogdon, qui du coup ne jouera pas. Mm. Il y a Claxton, qui arrive pour amener du peps en sortie de banc. Et puis, bien sûr, notre ours Dancing Beer national, Gershon Yabusele. Quel rôle tu vois pour lui dans cette saison des Knicks à venir? Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui va jouer beaucoup, qui peut avoir autant d'importance qu'aux Sixers? Ou ça sera un petit peu restreint parce qu'aux Sixers, il y avait eu quand même beaucoup de blessures qui l'avaient mis sous les feux de la rampe? Peut-être qu'il avait été mis en avant par ça, par contre, je pense que du coup, il a un peu confirmé son statut et son niveau Ouais. même réel enfin, à mon sens en tout cas, qu'il a. Euh, je sais pas, peut-être un poste alors, ça n'existe pas trop, mais de septième homme, entre guillemets, quoi, parce qu'on a vu Mhm. qu'il y avait probablement 6 joueurs devant lui, et je pense que Ouais. clairement, il a, et en plus, un temps de jeu, et il rentre facilement dans une rotation, justement, un relais de Towns ou de Mitchell Robinson, puisqu'on sait qu'il peut aller jouer jusqu'à pivot, alors il manque un peu de taille des fois euh, dans une ligue comme la NBA, mais en tout cas, dès qu'il est en FIBA, il peut aller jusqu'au poste 5. Je le préfère en 4, Et puis mais polyvalent en tout c'est un cas. poste qu'il a occupé l'année. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis c'est des rôles qu'il a tenus l'année dernière, effectivement, même en NBA. Et comme tu dis, bon, il y a différents types d'athlètes à affronter, mais oui, je suis d'accord. De toute façon, euh, hormis l'organisation de mettre Anunoby en 4, etc. Mais sinon, en termes de intérieur pur, ça sera lui clairement la première rotation de cette équipe. Euh, Quand même sans en faire trop, mais un grand coup de chapeau à ce qu'il a fait, à ses choix en Mm. sortie de, de JO, etc. De miser sur lui, de repartir du coup, de couper son contrat. On sait que c'est quelque chose qu'il a fait, qu'il a payé lui-même son contrat à Madrid pour pouvoir partir aux Sixers, etc. Résultat, 2 ans plus tard, il est dans une équipe qui joue clairement le haut de tableau, qui a Mm. des grosses ambitions et dans lequel il va avoir un vrai rôle. Donc
Et d'avoir en plus de misé ça, sur oui, en lui-même. plus de ça, il a un rôle dans cet C'est ça, effectif. oui, c'est Donc pas c'est un ça mec qui qui va est... être juste en bout de banc et qui verra pas le terrain. C'est après le passage qu'il avait eu compliqué à Boston, c'est très fort d'avoir réussi cette remontada là entre guillemets quoi. Et tu vois, je regardais là, Euh, pour un peu donner de la valeur à ce qu'on vient de dire, c'est que c'est le septième meilleur payé de leur équipe. Donc en vrai, alors ouais, c'est pas ah oui, forcément une ils ont, vérité absolue, mais ouais, du coup, ils misent quand même sur lui en tant que, voilà, septième homme, comme on disait, dans le sens où c'est lui, il est devant Miles McBride ou PJ Tucker, tu vois. Donc ouais, ouais, ouais. quand même, il y a une reconnaissance du niveau et de ce qu'ils attendent de lui, quoi. Ouais. Et clairement, c'est bien que tu parles du salaire, parce que ça, encore une fois, on sait, c'est des choses qui sont sorties. Il a eu des propositions avec parfois un meilleur salaire, mais il a aussi choisi le projet d'Enix. Donc une nouvelle fois, en plus de ça, en plus le fait d'avoir misé sur lui, etc., il continue de faire des choix cohérents. Euh, Ça aurait pu lui rapporter plus en se disant, bah les gars, maintenant que je suis revenu en NBA, je prends le maximum de contrats. Non, il continue de s'inscrire aussi dans des projets qui lui parlent en tout cas et qui lui donnent envie. Et puis, bah, je veux dire, je pense, je me mets à sa place. Tu peux aller habiter à New York en étant un joueur NBA, jouer tous les jours quasiment au Madison Square Garden, etc. Enfin, oui, ok. Ça donne Si envie. tu me donnes la même chose à Milwaukee, je pense que je préfère aller jouer à New York, tu vois. Même s'il y a quelques millions d'écart sur une saison. Ouais. Euh, Au-delà de ça, autre rapport, on a commencé à en parler. Claxton, qui peut être vraiment pour le coup intéressant en sortie de banc. On sait que ça a fait partie des gros points faibles des Knicks l'année dernière, le scoring en sortie de banc. Bon bah lui pour le coup c'est exactement son registre et c'est ce qu'on C'est va lui ça. demander. En plus un porteur de balle, ce qui peut un peu soulager Bronson où Ouais, il ça a été peut. compliqué l'année Ouais, dernière puisqu'il a dû sur jouer des énormément de entrées, sur minutes. des minutes, Ouais, justement pour soulager la remontée de balle au moins. Et franchement, ouais, c'est une nouvelle fois un bel apport pour les Knicks. Et moi, un des apports qui est non négligeable, il n'est pas forcément sur le terrain, mais il est aussi sur le banc, avec l'arrivée de ouais. Mike Brown. Bah, Euh, c'était clairement le point suivant, hein. Enfin, franchement, intersaison ultra réussie de New York. Moi, je valide que ce qu'ils ont fait cet été, quoi. Pour moi, c'est clairement, on en a parlé dans les épisodes précédents avec Denver et avec les Hawks, ça fait partie des trois meilleures intersaisons réussies. J'en Hmm. oublie peut-être quelques-uns. Il y a eu certains gros moves comme à Orlando où ça correspond bien, etc. Mais vraiment, je trouve que si je dois garder un été à l'Est, je garde celui des Knicks ou des Hawks. Et à l'Ouest, on en a parlé, Denver. Justement, qu'est-ce que tu penses que Mike Brown peut apporter par rapport à Thibodeau? On sait qu'il s'est exprimé hein, déjà en conférence de presse en disant qu'il voulait jouer beaucoup plus vite. Il y a un petit point qui me surprend un petit peu où il a parlé de jouer un peu plus avec Bronson off-ball. Bon, il l'a fait à Dallas quand il jouait à côté de Luka, mais c'est un truc où je trouve que c'est un peu compliqué à appliquer. Qu'est-ce que tu vas attendre de lui comme modification par rapport à Thibodeau? Par rapport à ce que tu viens de dire, Hormis le c'est fait qu'il fasse plus jouer ses joueurs 50 minutes. ça j'allais y venir, mais bon, c'est la touche Thibodeau, ça du coup. Ouais. Par rapport à ce que tu viens de dire, ouais, qui porte un peu moins la balle, ce serait presque dommage parce que c'est là qu'on a eu l'explosion complète de Jalen Brunson. Je suis pas fan de ça quand je le regarde, dans le sens où tu vois que lui qui prend tous les shoots, etc. Hmm. Ça s'est un peu limité avec la venue de Karl Anthony Towns, mais il y a eu une saison où tu regardais New York, tu regardais que Jalen Brunson jouer, tu voyais des trucs de ouf, ok, mais tu voyais que lui. Et moi, ça m'ennuie un peu ce genre de Oui, oui, truc. on sait que c'est des choses qui sont déjà ressorties, même avec Luca par exemple, ou des choses comme ça. Hmm. Après, euh, Mike Brown par rapport à Thibodeau, donc déjà en termes de minutes, où Thibodeau les saigne jusqu'à la moelle, genre en mode ils jouent toutes les minutes et encore plus en playoff, et leur effectif il tourne à 6 joueurs et après ils sont rincés. Je pense Mhm. qu'il aura plus d'intelligence sur la profondeur de banc
d'autant plus pendant la saison régulière, et apporter une vision différente. On sait que Thibodeau, c'est très défensif, très axé sur la défense, même s'il avait dû s'adapter avec les joueurs qu'il avait. Forcément. Cas de force majeure, mais peut-être une nouvelle vision et qui pourrait correspondre plus à l'équipe de New York, ce qu'on espère pour les Knicks en tout cas. C'est clair. Et puis moi j'aime bien cette idée de jouer un peu plus vite et d'apporter du shoot dans les ailes. Enfin je veux dire, t'as des mecs pour le faire. Tu vois, Michael Bridges, Odi Anunoby, c'est des gens qui sont capables de shooter. L'arrivée d'un Claxton, le fait d'avoir Karl Anthony Towns parmi tes intérieurs, même un Yabusele, c'est un mec qui est capable de prendre des shoots et tout ça. Donc ouais, j'aime bien cette idée. Si on enchaîne un petit peu sur la projection de ce qu'on attend d'eux, donc on vous le rappelle, hein, c'est des previews de la saison régulière, mais juste, si on parle d'objectifs, c'est quoi une saison réussie pour les Knicks la saison prochaine? Réussi, c'est top 1, top 2. Et en termes de playoff? Et après, playoff, minimum, mais vraiment minimum, finale de conférence. Ouais, on est d'accord sur ça. Minimum. Franchement, je pense que Minimum. avec ce que tu as entrepris, si tu sors pas de l'Est, c'est déjà une déception, mais ça dépend un peu du scénario de la finale de conférence. Mais C'est ça. si tu vas pas en Un finale peu de ton conférence, opposition, comment ça s'est joué, si tu perds pas les matchs sur des fautes et un peu à la con et tout, mais oui, ou blessure, ou quelque voilà. chose Mais un peu extra non, sportif. ils doivent aller en finale. En vrai, ils doivent aller en finale. On est d'accord. Combien tu nous les as classés, ces Knicks, du coup, pour la saison régulière? Non, mais bah, Mais non! mais si. Je- Je crois en New York. Magnifique! Je crois. Je pensais faire un petit contre-pied. C'est super ce qui se passe. J'aime beaucoup. Ah, moi, je suis d'accord. Je pense que c'est une équipe qui s'est installée la saison dernière. Ils n'ont pas bougé. Ils ont gardé le noyau dur. On l'a vu, Mike Brown, il est capable de mettre des choses en place. Il a été une fois, 2 fois coach de l'année, je crois. 2 fois, avec 2 équipes Au différentes. moins une fois, oui. Dans des styles différents en plus. Et ouais, je trouve que ça va être intéressant. Je pense que ça peut amener une nouvelle impulsion. Et du coup, moi aussi, je les ai classés premiers de cette conférence Est. Belle progression, du coup, qui passerait de la 3e à la première place et qui aurait l'avantage du terrain tout le long de leur parcours en play-off. Si on continue de remonter ce classement de l'Est de l'année dernière, Pourquoi t'es heureux comme je ça? sais que... Non, je suis pas heureux, justement, je m'attriste pour toi, j'attends qu'on en parle, quoi. Voilà. Je fais ce que je veux. Si je veux les mettre deuxième, je les mets deuxième. Tu peux les mettre deuxième, mais à un moment donné, il faut pas mentir aux auditeurs. Tu ne penses pas qu'ils vont être deuxième. Quelqu'un de franc, réaliste. Allez, viens, on le fait, on y va, on n'en parle plus, comme ça sera fait. On va parler des Boston Celtics. Alors, les Boston Celtics, grosse régulière la saison dernière, 61 victoires, 21 défaites. Cruise control un peu, tout au long, on s'est demandé, est-ce que c'est eux qui gèrent tranquille, qui forcent pas? C'est un peu la sensation qu'on avait. Ils se sont mis en route en play-off face à Orlando, qu'ils ont géré, ça a été dur, ça a joué physique, etc. Et puis ensuite, justement, contre New York, cette blessure terrible de Jason Tatum, alors qu'il était sur un gros match en plus, pour le coup. Même si le début de la série n'avait pas été parfait, mais pour le coup, dans ce match-là, ça se passait bien. Énorme blessure de Jason Tatum. Et puis ensuite s'enchaîne tout l'intersaison. Ouais. Bah, je pense que ça a un peu tout bouleversé dans l'idée de tout le management qu'il y avait autour, dans le sens où ils se sont dit... Et d'ailleurs, important, puisque tu parles de ça, de préciser, vente la saison dernière des Boston Celtics. Et du coup, nouveau front office, enfin, nouveau propriétaire. Ils ont laissé... oui, les mêmes dirigeants. Brad Stevens en GM, mais effectivement, un nouveau propriétaire et du coup, nouvelle impulsion. Ouais.
Nouvelle impulsion, il y a eu beaucoup de départs, des cadres, notamment des Celtics avec Al Horford qui a fait un petit va-et-vient, mais qui est là depuis un moment dans la franchise de Boston et qui Ah leur ouais. a permis de remporter le titre, pas l'année dernière, mais l'année précédente. Et Euh, puis quelle importance dans le groupe, ce joueur en Dans le plus, hein. jeu, ouais. Et puis oui, comme tu dis, dans le groupe, même à mon avis, dans le Hmm. vestiaire, etc., avec son ancienneté, sa sagesse et tout. Complètement, la blessure de Tatum y est pour beaucoup. On va pas se mentir, ils sont clairement plus à la place de favoris par rapport à celle qu'ils avaient l'année dernière. Ils ont fait les moves en plus qui confirment ça en disant on se place plus en favori et on va plutôt être sur la phase contenders. Il y a une lueur d'espoir dans le sens où on a vu Jason Tatum déjà revenir à l'entraînement. Euh, Après, est-ce que ça inclut un retour un peu plus précoce que prévu pour quelqu'un qui s'est fait une rupture du tendon d'Achille? Je sais pas. T'as envie qu'il revienne cette saison? Oui, parce que on va pas se mentir non plus, mais je pense qu'il y a un truc à faire. Quand je dis un truc à faire, c'est mm, jouer des playoffs. Ouais, Après, c'était plus. Est-ce que c'est intéressant de le faire revenir, sachant que même s'il est là, tu vas pas au titre? Est-ce que c'est pas mieux de le laisser complètement récupérer? Tu vois, c'était plus dans peut-être cette optique-là. Je me posais la il a question. récupéré rapidement, et s'il est vraiment prêt, en mesure de rejouer et tout, faites-le jouer. Hmm. S'ils veulent préserver un temps de sécurité, entre guillemets, prenez-le. On sait, enfin, sauf à la grande surprise de quasiment tout le monde, qu'il se passera rien à Boston cette année, de Ouais. particulier en tout cas. Laissez-le revenir tranquillement, essayer de développer des jeunes où il y a encore des trades qui se trament derrière. Mais bon, départ de Drew Holiday, départ de Al Horford, départ de Porzingis, on a libéré de la masse salariale à Donf. Ah oui, ça c'est sûr. Euh, Ça se voit même dans leur intersaison qui vont pas chercher cette année le titre. Pour finir sur ce que j'en pense sur leur 5, c'est que il y a plus de pivot à Boston. Avec le départ des deux grands que j'ai cités, Nemias Keita, ok, mais pas poste 5 titulaire en NBA. Hmm. La réponse Chris Boucher en intersaison, bon, On s'en moindre fout. mal, Ouais, mais c'est surfait. bien, mais c'est bien. Enfin, voilà quoi, en huitième, neuvième homme, quoi. Euh, pour revenir sur un peu l'ensemble de tout ce que tu as dit, effectivement, moi je pense qu'il y a clairement un choix des propriétaires dans le sens, bah, ils se sont dit, s'il y a une saison où on peut se passer de payer tout ce qui est luxury tax, on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent dans le train de la NBA, tu as donc une masse salariale à respecter. Si tu dépasses le premier cap, il y a une partie de taxe. Et si tu dépasses le deuxième, là, tu es très fortement taxé. Ça parle en millions. Vous irez voir un peu le détail du CBA si vous avez besoin. Il faut retenir que à chaque fois que tu dépasses, tu payes par million tant de millions de dollars, etc. Moi, je pense que c'est clairement pour ça qui font ce ménage-là cet été, parce qu'ils se disent de toute façon, on n'a pas notre meilleur joueur, on n'ira pas jusqu'au titre avec cet effectif-là, donc on fait en sorte de complètement raser le truc, on passe en dessous du premier cap, et comme ça, il n'y a pas de taxe pour cette saison entre guillemets blanche. Deux, trois trucs où je voulais avoir ton avis, on s'étale un petit peu sur les Celtics parce que c'est ta franchise. Euh, on a vu, on le sait, c'est le Media Day, des discours de Jalen Brown en disant moi, je suis pas quelqu'un qui tank, donc on fera pas ça cette saison, vous êtes pas prêts pour ce qui se prépare avec les joueurs qui remplacent, etc. Je le crois, lui, en termes de joueur,
mais à un moment donné, il sera quand même restreint par ce qui lui sera imposé. Je veux dire que si en mars, on apprend, mars, avril, février peut-être même, blessure, Jalen Brown, épaule, tel truc, machin, et qu'on le revoit pas de la saison, je serais pas étonné, tu vois. À un moment donné, Hmm. s'ils ont besoin de tanker, ils vont tanker. Est-ce que tu penses qu'ils vont aller jusqu'à tanker, ou est-ce que tu penses qu'ils vont rester mid et essayer de faire le nécessaire? Moi, je pense pas que qu'ils en arrivent à là. Déjà, il leur reste un effectif. Hein. Faut pas dire non plus que qu'ils sont au niveau des Nets à jouer la 15e place. Ouais, ouais. Quand on dit tanker Euh, pour Boston, qu'on soit clair pour tout le monde, c'est faire 12e, quoi. En ouais, gros, tu ouais, vois. C'est mais pas. je les vois même. Enfin, peut-être que je me trompe, mais je les vois franchement pas descendre jusque-là. Ils ont quand même amené Anthony Simons, ils ont toujours Derrick White, ils ont toujours Peyton Pritchard, ils ont toujours Jalen Brown. Il y a quand même un effectif qui reste un effectif NBA. Ok, pas du podium de la conférence, mais Non, c'est clair. qui peut se placer. Une nouvelle fois, on ne sait pas trop le retour de Jason Tatum, à quelle date ça aura lieu. Mhm. Ce qui peut être inquiétant en plus s'ils font ça, et c'est un peu ce que je me suis demandé avec leur intersaison, quand ils se sont dit, je l'entends tout à fait, mais en mode on va pas gagner cette saison, on fait des économies d'argent et on voit ce qui se passe après, la seule chose c'est est-ce que tu risques pas de trop réduire ton effectif pour assurer la doublette qui va être à son prime, Jalen Brown, Jason Tatum l'année prochaine, ou voire même il l'était cette année, ou pas, j'en sais rien, mais si tu pars sur une reconstruction maintenant alors que tu as deux bêtes de joueurs, qu'est-ce que tu fais à te reconstruire alors que tu avais déjà un effectif? Donc Après, je pense qu'ils ont été aussi. conserver, ok, mais ne pas trop descendre, moi, va falloir trouver l'équilibre, en mon sens. Ouais, ouais. Après, je pense qu'il y a des trucs qui ont été imposés. On sait que. Enfin, imposés. Qui se sont imposés dans le sens. Jrue Holiday, on sentait quand même que malgré ses interventions défensives, etc., mais on sentait que physiquement ça baissait un peu. Hmm. Alors Ford va pas être éternel et Porzingis, il y avait des questions de contrat. Donc je pense qu'ils ont lié, Ouais, on va pas dire c'était l'utile à logique. l'agréable, mais voilà, c'est C'était ça, logique c'était pour logique. cette Donc année. Je dis juste, ouais, descendez pas trop bas dans votre construction. Parce que on sait qu'en NBA, ça demande du temps. Si tu me dis la reconstruction et revenir au top, c'est dans 5 6 ans, c'est cuit. je dis pas qu'ils Non, non, seront ça cramés, c'est. mais Oui, mais c'est pas possible. Tu réouvres pas une fenêtre de tir. Tout voilà. le monde n'est pas les Spurs. Tu regagnes pas un Voilà. titre des années et des années après avoir gagné. Après, la force de Boston, c'est justement si Tatum revient parfaitement, de repartir avec ce duo-là. S'il peut toujours être accompagné de Derrick White, bah, c'est l'idéal. Justement, si on fait un. Ce sera peut-être la dernière question que je voulais te poser un petit peu sur cette équipe de Boston. Euh, on a vu plusieurs choses sortir, pour le coup, notamment de la part de Mazzulla, etc. Il se dessinerait que Anthony Simons sorte du banc, pour le coup, et que ça soit Pritchard qui soit titulaire aux côtés d'Eric White, pardon, et Jalen Brown. Et puis après, pour le front de courte, bah, ça va bricoler, hein, parce que entre Hmm. Luka Garza, Tillman, t'en as parlé tout à l'heure, Chris Boucher qui va avoir un rôle, Nemas Keita aussi qui jouait déjà un peu les saisons dernières, comment ça s'appelle, les garbage time. Donc il va peut-être jouer. Il y aura Sam Hauser en sortie de banc, mais du coup, qu'est-ce que tu penses de ça, effectivement? Moi, sur l'idée, ça me plaît parce que je pense que Pritchard peut être titulaire. Il en a les capacités. Et du coup, je trouve que ça fit mieux d'avoir ces trois joueurs-là sur les postes 1, 2, 3, les personnes de Pritchard, d'Eric White et de Jalen Brown, plutôt que mettre Anthony Simons dans ce truc-là. En termes moi, de fit, je pense que ça peut être bénéfique, même au niveau taille, t'équilibres un peu plus Mm. euh, quand c'est comme ça. Et t'as Mm. un meneur, un vrai meneur. Et t'as un vrai meneur en la personne de Pritchard, mais Mm. j'aimais bien et j'aime toujours, enfin je sais pas comment du coup ça va se passer cette saison,
quand il rentre sur le terrain. Il apporte une énergie un Ouais. peu comme des mecs à la TJ McConnell, des choses comme ça, qui rendent des petits un peu ouf, qui vont prendre des rebonds offensifs alors qu'ils font la moitié de la taille de tout le monde. J'aime bien quand il rentre du banc. Après, je pense qu'il peut avoir un niveau pour starter en NBA, surtout avec les attentes qu'ils ont cette année. Je pense Ouais. il a clairement le niveau. Ok, si ça se passe comme ça, pourquoi pas. Si Anthony Simons fait des bonnes entrées en tant que sixième homme, ok, allons-y. Ça, ça me dérange pas particulièrement. À voir, faudra pas que Anthony Simon soit frustré, lui, pour le coup, de Hmm. sortir du banc. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur Boston, sauf si tu avais d'autres choses que tu voulais aborder, ou on passe au pronostic, au classement de ces Boston Celtics. Ouais, mais c'est un peu private joke. J'ai vu Jordan Walsh, il est seulement à sa deuxième année. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est sur le banc de Boston Mais et qu'il attend c'est peut-être toujours son de jouer. avenir. C'est peut-être que Il attend que ses c'est cheveux peut-être ils que t'as vu poussent ou je l'avenir. sais pas, mais ou ses Non, sourcils, moi, la j'en sais dernière fois, rien. j'étais surpris, c'était de voir qu'Anthony Simon, c'était déjà sa 7e saison. Ouais, Là, ouais. je me suis dit, ok, d'accord. Bon, Donc, ouais. ouais, ça... Petit aparté fait. Oui, oui. J'ai Je dit. commence, si tu veux, pour te soulager Vas-y, de vas-y, ça. vas-y. J'ai mis les Celtics 9e de la conférence Est. N'importe quoi. J'ai dit que c'était les Bucks la dernière fois. Ouais, Pas écouté les les Bucks, je les ai previews. 8e. Les Bucks, je les ai 8e. T'as pas écouté les previews. Non, moi je prends la faiblesse de la conférence Est, du fonctionnement partiel de Boston et d'un retour de Tatum. En tant que digne supporter, je les mets 5e de la conférence Est. 5e. De mémoire, t'avais Atlanta 3e. Donc ça veut dire que je dois avoir Orlando derrière. Orlando et Détroit sont Non, derrière. Orlando et Détroit sont derrière. Ce qui est questionnable, je vous Les, l'accorde. Je. ouais, en fait, j'allais te dire, les autres, par exemple, ça me pose pas de problème dans le sens où les Pacers vont être diminués, les Sixers, on sait jamais à quoi s'attendre, les Bucks vont être tout autant diminués, les autres, ça arrive derrière. J'ai la sensation que Orlando et Détroit ont plus de certitude sur la C'est saison plus qui va sûr. venir. C'est plus Et sûr. Après, je pense qu'en vrai, ça va une nouvelle fois se jouer à très peu de matchs sur les ouais, équipes de la 5 à la 8, 9e place. Comme souvent d'ailleurs, mais voilà, petite piécette sur. dernier point sur les Celtics, ça sera juste Pritchard, si tu es titulaire, à toi de jouer mon grand, et Jalen Brown. Tu as eu ces titres de MVP des finales de Hmm. conférence et MVP des finales. Certains ont décrié le truc, nous on faisait pas trop partie de ça, mais enfin voilà. Bah vas-y, prouve-nous Faut que que tu tu peux être confirmes maintenant. l'option Ouais, c'est numéro 1, clair. clairement. Est-ce que, je te propose un deal un peu intermédiaire, est-ce qu'on passe à l'ouest pour s'occuper du troisième et du deuxième, et comme ça ensuite on finit par les deux derniers de la conférence de la saison dernière. Allons-y, faisons ça. Du coup, si on bascule à l'ouest, ceux qui ont fini troisième la saison dernière, ce sont les Lakers, qui étaient égalité avec les quatrièmes et les cinquièmes, comme on l'a dit la saison dernière. Belle saison régulière, marquée par le transfert de la décennie, pour être poli, l'arrivée de Luka Doncic. Ça n'a pas forcément marché en playoff. On sait que quand c'est arrivé en playoff, beaucoup se sont dit ouf, dur pour les Wolves ce tirage-là, etc. Ça va pas être facile. Dans les Money Time, ça va être injouable, les Lakers, etc. Il s'est révélé que ça a été plutôt l'inverse. C'est les Wolves qui ont assuré dans ces Money Time-là. Je pense malgré tout que c'était quand même une année de transition, une année où il se mettait en place. On avait un Luka qui était plutôt hors de forme. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont eu des blessures par-ci par-là tout le reste de la saison. Euh,
pour moi, bel été, quand même, des Lakers, les Oui, transferts qu'ils ont fait. C'est des pièces, il y a des paris, mais c'est des beaux paris, il y a des beaux paris, il y a des paris qui, à mon sens, fallait qu'ils les tentent. clairement. Euh, on en avait parlé dans notre épisode de la NBA truqué de certains ajouts, justement, avec les fails de transfert qu'il y avait eu au poste 5. Ouais. Et du coup, l'arrivée de DeAndre Ayton Après cette buyout, intersaison. etc. Ouais. C'est un peu celui duquel on parle quand on dit que il y a des paris qui ont été faits, parce qu'on sait que Mhm. c'était un mec qui était très attendu, notamment lors de sa draft, qui a un peu floppé derrière, parfois par son comportement, Ouais. parfois dans le jeu, mais peut-être même plus dans son comportement. Mhm. Il arrive dans une équipe où il y a un cadre qui joue depuis 22 saisons, en la personne de LeBron James, donc peut-être que ça sera un peu plus cadré. Je pense que le flop des Lakers, je vais pas rejeter toute la faute sur lui, mais arrive un peu en début de saison avec cette histoire de Bronny James qui joue avec son père, etc. Donc on attend que ça en début de saison, on vient voir que ça. Le mec il fait une passe, la foule elle est hystérique parce qu'ils se sont fait une passe entre père et fils. Ok, j'aime bien l'histoire, tout ça, mais je trouve que ça apportait rien aux Lakers. Je pense pas que D'ailleurs, Bronny ça James passe assez apporte quelque vite chose. hein, dans la saison. C'est ça. C'est que ça Au bout de s'oublie. 2 mois, Mais on n'en entend plus parler, en fait. Ouais. voilà. En gros, le début de saison est pas floppé un peu par rapport à ça. Bien sûr, arrivée de Luka Doncic en cours de saison. Moi, ce qui me plaît, c'est que je le vois plus en forme que jamais, en tout cas en termes physiques. Je, Je suis d'accord. je crois que j'ai jamais vu comme ça, même depuis le Real. C'est ouf. Euh, En tout cas, ce qui compte faire, je pense, et même en termes de mental qu'il a actuellement, je pense vraiment qu'il a passé un cap. Et pour compléter les arrivées, Marcus Smart. Très bon choix des Lakers, à mon sens, qui complètent leur effectif, qui est, je trouve, conséquent, et ils ont vraiment un bel effectif. Ouais. Ouais. Clairement, pour revenir sur Luka, effectivement, on le sait, l'intersaison, c'est le moment des images où tu vois Luka qui est fit, Zion qui est fit, etc. Cependant, on l'a jamais vu fit à ce point. Ce qu'il a fait cet été à l'Euro avec cette équipe de joueurs absolument lambda qui a tenu tête du coup à l'Allemagne, etc. Enfin, ça a été énorme. On l'a vu affûté en grande forme. Et moi, vraiment, je suis content que tu relèves ce point-là. Ça a l'air d'être. Il a l'air d'avoir eu le switch dans sa tête où c'est ok, j'ai compris le talent, oui, je l'ai. Ça, il n'y a personne qui doute. Maintenant, on m'a reproché mon hygiène de vie quand j'étais à Dallas, etc. Alors qu'il pensait être à la maison et sûrement y faire sa carrière. Et on l'avait dit de cette manière-là en rigolant. C'est un truc que les gens aiment bien reprendre sur Internet, etc. Mais j'ai l'impression que Nico Harrison a créé un monstre. Dans le Hmm. truc où le mec va Ouais, vouloir vraiment, se moi, quand je dis venger et tout éclater. la changer de Ouais, mental, c'est quasi ça. Il est arrivé et j'ai l'impression que, genre, en gros, tu lui as dit, tiens, va là-bas, on veut pas de toi, en gros, t'es pas ouais, si fort que ça. C'est pas trop ce que ça voulait dire, mais lui, je pense qu'il l'a pris comme ça. Il a dit, ah, ok, clairement. attends, je vais te montrer ce que c'est. Déjà, après son transfert, on a senti un peu une hausse de level et tout. Ouais, Après, même s'ils ont quand même réussi à finir à la troisième place, mais je pense qu'il était un peu tard pour les Lakers. Donc ça se met oui. complètement en route tout l'effectif. Et il Puis t'as pas de manquait des. pivot, vraiment. Enfin, Voilà, c'est. il manquait un peu des piécettes Ouais, euh, qui, je pense, ont été ajoutées. Et là, enfin, moi, un effectif comme ça, ouais, au tableau direct. Hein. pour moi, le climax de ce truc-là, c'est l'image euh, où ils reviennent à Dallas, où il y a les images de lui et qui pleure, mais
en même temps d'émotion, en même temps t'as l'impression d'énervement, et où il est détruit après dans le match derrière, où là tu te dis, ok, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans sa tête. Le fait sûrement de côtoyer un LeBron aussi avec son éthique de travail, etc. Et l'arrivée à l'intersaison d'un Marcus Smart, qui peut aussi, à mon avis, lui apporter ce truc-là de la mentale, etc. Justement, si on parle un peu des arrivées de l'intersaison, que tu as cité, ça va nous permettre un peu d'essayer de dessiner le 5 majeur, où il va tout de suite y avoir des interrogations. Pour moi, il y a des joueurs qui sont entre guillemets... Il y a 4 postes où on est sûr de ce qui va se passer, à mon sens. T'auras Luka, t'auras, à mon sens, LeBron et Rui Hachimura qui seront titulaires, et Ayton. Et ensuite, est-ce que c'est Smart qui joue à côté d'un Luka, ou est-ce que c'est Austin Reeves? Et tu me dis si sur les autres, il y en a où t'es pas d'accord. Le reste me semble à peu près safe. Moi, je vois Austin Mais Reeves starter, je pense. ouais, Et je vois plus un Marcus Smart rentrer s'ils ont besoin d'un apport défensif en cours de match, ou ouais, même prendre un peu le relais, toute proportion gardée, de Luka Doncic, en mode on apporte un côté un peu plus défensif, on sait qu'il sait porter la balle, voilà, de ouais. manière Pas dans les modérée, mais moments, ouais, ouais, c'est ça. voilà, Ouais. de manière modérée, mais si t'as toujours un LeBron qui est sur le terrain, si t'as un Mhm. peu un Austin Reeves qui est sur le terrain, bon, ça peut faire le Oui, taf un peu tu peux sur tourner autour de ça. Et c'est un le rôle jeu. qu'il a tenu à Boston, à Ouais, sa c'est meilleure pour ça. époque. Le... Sur le roulement des trois, je pense que c'est un rôle qui peut tenir. Euh, Et après, aussi en complément de Luka Doncic, si besoin, justement, une sortie d'Austin Reeves et de laisser Luka sur le terrain. Mais je Ouais. pense que c'est une rotation qui pourra se faire un peu entre les trois, voire même ajouter Gabe Vincent dans la rotation. Oui. Euh, ouais, clairement, leur bague courte fera l'affaire amplement. Moi, je trouve que pourquoi je pensais à Marcus Smart, c'était pour le côté équilibre et le fait que bah on sait que Lucas c'est un mec qui a tendance un peu à se laisser aller parfois en défense. LeBron qui pareil avec le poids des années bah, réduit un peu ses efforts et je me disais Marcus Smart entre ces deux joueurs là ça pouvait être intéressant. Après bon Ça peut je suis d'accord combler, avec enfin, toi. plus Ouais, équilibrer le attaque-défense, ok. Est-ce que ça fonctionnera mieux? Je sais pas. Je pense que Austin Reeves est un peu établi quand même dans l'équipe. ouais, Et ce serait peut-être un peu bizarre de le faire sortir. c'est clair. Après comme on le disait tout à l'heure question de starter, ok, mais ensuite le nombre de minutes par match et qui c'est qui clôture les matchs. Dernière petite arrivée qui, à mon sens, est quand même intéressante et à pas négliger. C'est pas un joueur qui va révolutionner, mais Jack Laravia, c'est un joueur que j'aime bien. Je trouve qu'il va apporter justement sur les ailes. On a eu plusieurs fois Vanderbilt qui s'est blessé. Bon, Rui Hachimura en général joue, mais c'est pareil, des fois il peut y avoir des petits pépins. Là, on sait que LeBron va rater des quelques matchs en début de saison avec sa sciatique. Je trouve que c'est un bon apport. Ça risque de faire un peu de l'ombre à Dalton Connect qui a perdu un peu de statut l'année dernière après Mm. son transfert échoué. Je trouve que c'est une arrivée intéressante. Ça va pas révolutionner les Lakers, mais je trouve que c'est une arrivée intéressante. Euh, sur l'ensemble de l'équipe, donc ils ont re-signé Jackson Hayes pour backer, entre guillemets, DeAndre Ayton. Mm. Est-ce que le plus gros factor X des Lakers, c'est pas qu'est-ce que va réussir à faire DeAndre Ayton? En fait, lequel on va avoir? Est-ce qu'on va avoir le DeAndre Ayton des Suns qui ont été en finale NBA? Ou est-ce qu'on va avoir le DeAndre Ayton nonchalant, etc. Pour moi, c'est là que C'est se joue c'est presque la la saison principale des Lakers. interrogation, et c'est ce qu'on a dit là à l'introduction des Lakers. C'est lui, de toute façon, en plus, ça forme un Big Three, si on peut appeler ça comme ça, avec Doncic, poste de meneur, pour Ouais, simplifier, James en poste 3 et Ayton en poste 5. Euh, c'est clairement ce qui peut changer complètement l'avenir des Lakers sur cette saison. C'est si le mec il est à un niveau DeAndre Ayton de ses premières saisons,
avec les Suns et qui rentrent dans le moule, franchement, c'est impressionnant, hein. Tu vois les trois arriver en forme, avec un niveau de jeu à la hauteur de leur talent. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va pouvoir résister à ces trois-là, sans compter en plus l'apport de tous les autres autour. Donc, clairement, moi je pense que c'est la pièce centrale qui, là c'est très loin, mais en gros les fait passer champion ou pas champion. Enfin, une possibilité Non, en tout mais cas de l'être. je, je vois ce que tu veux dire et je suis 100% d'accord. Il y a peut-être des gens, effectivement, qui ont un peu oublié. Mais DeAndre Ayton, motivé et en forme, c'est un bête de joueur. Ouais. C'est un pivot qui a des très bonnes mains, qui a un petit shoot à mi-distance, qui est un bon défenseur, qui peut scoltiner des gros pivots. Euh, Moi, le truc vraiment que j'espère et que je pense quand même, DeAndre Ayton, ok, on a vu des attitudes qui n'étaient pas toujours bonnes, etc. On a vu un, la saison de Jackson Hayes avant et après l'arrivée d'un mec comme Luka. Jackson Hayes, Ouais. il n'a pas Il un a quart déjà du talent de progressé. DeAndre Ouais. Ayton. Non mais tu vois, Et il avait donc déjà si un progressé mec juste comme avec Ayton, l'arrivée d'un mec. il Ouais. se rend pas compte que jouer avec Luka et LeBron, c'est ce qui peut t'arriver de mieux pour ta carrière. Lui aussi, il en est à sa 7e C'est saison. clair. C'est qu'à un moment donné, bon bah laisse tomber, tu vas jamais rien faire Ouais, en fait. tu pourras lui donner après n'importe qui, ça ne fonctionnera Oui. plus. Et du coup, ouais, je pense que les Lakers ont pris le pari pour toutes les autres franchises à venir. C'est si ça fonctionne pas là avec ces deux joueurs-là, les autres franchises savent que ça ne servira à rien à l'avenir Hmm. d'essayer de le recruter comme un poste 5 titulaire niveau All-Star, si je peux dire ça comme ça Ouais. maintenant, quoi. C'est un truc qu'on a déjà abordé dans d'autres épisodes et ça vaudra peut-être le coup d'en faire un épisode. On se rend compte en faisant les previews, l'actu, etc. de la NBA à quel point c'est fou comme le CBA et les contrats en fait dictent les directions sportives qui sont prises parce que bah, on voit par exemple un Bradley Beal aux Clippers, le transfert se fait parce que bah, il est buyout, il coûte plus que 5 millions entre guillemets de dollars, donc les Clippers le font. DeAndre Ayton, c'est pareil, c'est parce qu'il est coupé. Ils n'ont pas de cap pour faire le pari avec quelqu'un d'autre, et du coup, c'est avec lui que c'est fait. Ok, il y a des appétences sportives, mais c'est aussi en fait la partie contractuelle qui permet de faire ces transferts-là, quoi. Tout à fait. Petite aparté monétaire faite. On passe au pronostic de ces équipes. Combien tu nous les as classés, ces Lakers, pour la saison à venir? Deuxième de la conférence Ouest. Et là, ça régale. Quelle impartialité, quelle lucidité, c'est fou. Bravo. Je vous ai dit, je ne triche pas. Quand je dis Non, Boston mais- 5e, c'est pas de la triche. Je suis C'est vrai. capable de mettre C'est les vrai, Lakers deuxième. C'est une erreur, mais c'est pas de la triche. Et ben moi, j'ai fait comme toi avec les Celtics, mais à l'Ouest, j'ai mis les Lakers 5e. Raisonnable, modéré, je pense que ça va gérer un peu la saison de LeBron, etc. Et que c'est en playoff qu'on va les attendre, et c'est là qu'il faudra Je faire la précise à ma défense, non pas pour m'excuser, différence. Que c'était que fait j'ai- avant l'annonce avant l'annonce de l'assiette. C'est vrai, c'est vrai. du début de saison sans LeBron James. J'atteste que c'est vrai. Merci. Mais Merci d'avoir ça ne précisé, servira pas merci. d'excuse, on aura oublié à la fin de la saison. On verra juste le classement tout pourri. Exactement. Si on continue de remonter du coup cette conférence Ouest de l'année dernière, on arrive sur la surprise un peu de la saison dernière, du moins à ce niveau-là, un peu comme à l'image de Détroit à l'Est, les Houston Rockets, qui avaient fini deuxième la saison dernière, qui sont eux aussi sortis au premier tour. Il y avait eu deux upsets qui sont sortis peut-être contre la moins bonne match-up qui s'était opposée à eux, les Warriors. Il leur avait manqué un petit peu d'expérience. On avait fait en cours de saison
qu'est-ce qui manquait aux Houston Rockets? On avait fait ça la saison dernière pour aller chercher le titre. Et ce qui leur manquait, à notre humble avis, c'était une superstar capable de scorer. Ils nous ont Résultat de l'été. Vraiment. Ils sont Non, mais je bien, veux ces dire, à un géants. moment donné, t'es influent ou t'es pas influent dans la NBA. Voilà, c'est comme ça. Il y a Shams, il y a les frères Maurice, c'est juste en dessous. C'est tout. Et du C'est coup, tout. il faut venir Kevin Durant. Voilà. Enfin, je sais pas, à un moment donné, j'ai pas d'autre explication à vous donner, moi, les gars. Mais encore, Cham, c'est juste du relais d'information. Nous, Mais bien on leur donne évidemment, les conseils. analyse, expertise, réflexion, mais c'est dingue, c'est dingue. Si on enchaîne plus sérieusement, bête d'équipe, déjà la saison dernière, super coach, et pour le coup, c'est vrai que c'est ce qui leur manquait, hein, c'est pas d'avoir une lucidité incroyable de se rendre compte de ça, mais Oui, tu peux dire que C'est- Kevin Durant manque à toutes les équipes NBA. voilà, beaucoup d'équipes NBA qui aimeraient jouer le titre, mais non, vraiment c'est propre, et en plus de ça, on a vu ces dernières années des projets construits autour de Kevin Durant et qui n'ont pas fonctionné. Peut-être que c'est une chose qui n'est pas facile à faire. C'est vrai. Par contre, emboîter KD dans un projet qui fonctionne déjà pour finir d'amener le projet au top, toute proportion gardée avec ce qui avait été fait aux Warriors, parce que c'était déjà une équipe qui fonctionnait et qui gagnait, mais je veux dire, c'est le joueur parfait en fait à emboîter dans une équipe. Ouais, tout à fait. Bon, ils ont perdu la deuxième superstar qu'ils avaient en plus de Şengün pour justement aller chercher Kevin Durant. Il fallait faire un choix, Green ou Durant. Je pense qu'ils ont misé sur l'expérience et sur le niveau de Kevin Durant. Je pense que je peux pas trop leur reprocher ça, en tout cas, s'ils avaient la C'est clair. possibilité de le faire. Effectivement, il y a eu des flops un peu autour des effectifs Kevin Durant. On peut penser aux Nets et encore, ça s'est joué à un orteil sur une série de playoffs à un moment. Moi, je valide que cette intersaison parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup plus à dire que Kevin Durant arrive et point. Dans un effectif, comme tu as dit, qui fonctionnait déjà, qui a d'autres joueurs autour de lui. Ils ont un effectif complet, juste je trouve ça dommageable la blessure de Fred VanVleet, mais bon ça Vraiment, ça m'a dégoûté. C'est pas une Je suis pas pour les Houston Rockets, mais en fait, quand t'as un projet comme ça, qui se passe comme ça, où les mecs font ce qu'il faut, on se rappelle, il y a 2 saisons, on se dit, ah tiens, c'est marrant, ils font déjà venir Van Vliet et Dylan Brooks, donc dans leur tête, ils vont déjà passer un cap et tout ça, et en fait, oui, ça marche, t'as des développements de joueurs en interne qui fonctionnent, le coaching, etc. Là, ça se présente, ok, ça floppe au premier tour, on prend des décisions fortes, comme tu dis, c'était des joueurs importants sur lesquels ils misaient pour l'avenir avec Green et parallèlement à Şengün, et en fait, les mecs, des fois on reproche à certains GM ou propriétaires de pas bouger, par exemple comme Memphis a pu faire, ou de faire des choix que par rapport aux financiers, etc. Putain, eux ils font tout ce qu'il faut, et avant même que ça commence, ils perdent leur meneur, vétéran, défenseur sur l'attaque, sur les lignes extérieures, etc. C'est un gros point noir quand même pour ce Ouais, début de saison. ouais. Je dis pas que ça va les empêcher de performer, mais c'est quand même un point très important, je trouve. Il va leur manquer quelque chose. C'est dommage. C'est vraiment dommage pour leur début de saison. J'ai pas la date de retour exacte de Fred VanVleet et je sais pas si De on toute façon, si c'est elle est des croisés, déjà. hein, donc je crois que c'est Ouais. Donc saison je sais complète, même hein. pas voilà si ce sera cette saison. Euh, À noter quand même, je pense, la perte de Dylan Brooks dans une nouvelle Oui. fois ce transfert, compensable par la présence d'Amen Thompson qui apporte toujours de la défense. On sait que c'est la spécialité Ça, des deux c'est frères clair que Thompson, ouais. qui peut voilà, un peu compenser Et qui a apporté d'autres choses l'année dernière en plus, hein.
Et en plus de ça, mais je veux dire, sa force première en tout cas. Oui, oui. Ah bah, clairement. Après, Kevin Durant, on sait que c'est pas non plus un mauvais défenseur. Ils ajoutent aussi Dorian Finney-Smith durant l'intersaison. Mhm. Franchement, je trouve que c'était une belle intersaison. Je me pose un peu la question de l'intérêt de Steven Adams, Şengün et Clint Capella. Pour moi, je trouve que ça fait beaucoup de grands. Şengün peut jouer 3, pardon, peut jouer 4 ou 5. Bon, ok. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de faire un trade ou jouer comme ça vraiment grand? Je sais pas. Je sais pas trop Ouais. comment ça pourrait Bah, s'articuler avec les trois, mais je suis d'accord avec toi. je m'interroge Il y a sur presque un petit. l'utilité en vrai. Genre, Ouais. Il y a presque un petit peu embouteillage. Sauf, sauf que l'année dernière, on les a vus où ils ont, en playoff, misé sur le fait de jouer grand et aligné des 5 qui pouvaient sembler complètement improbables au départ de la saison, en faisant jouer Steven Adams et Alperen Şengün à côté. C'est des choses qu'ils ont fait sur plusieurs tours de playoff la saison dernière. Je sais pas si ça pourra être le cas la saison dernière, enfin, la saison à venir, parce que c'était beaucoup pour jouer le rebond offensif. Je pense que cette année, ça risque de jouer un peu différemment et tout ça. Aussi parce que déjà, quand t'as KD, t'as pas besoin de rebond offensif, puisque la balle tombe dedans directement. il rate pas. Euh, Non. y a pas. Voilà. Non, mais au-delà de ça, je suis assez d'accord avec toi. Alors, j'avais vu passer une info qui disait que, en fonction de une nouvelle fois, des contrats, du CBA, etc. Je crois qu'ils peuvent pas bouger avant décembre. Donc ils vont être obligés de faire la première partie de saison, en tout cas comme ça, sans meneur. On va parler un peu de l'organisation qu'ils risquent d'avoir. Mais je suis d'accord avec toi, c'est peut-être des joueurs qui pourront servir à l'intersaison. Ça parle aussi de transférer éventuellement Tyree Eason qui pourrait être une super monnaie d'échange. Moi, c'est un joueur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouverais ça dommage de le transférer, mais effectivement, ils ont des ailes assez chargées. Si on revient un peu sur leur organisation sur le terrain, du coup, on risque d'avoir... Alors, pour l'instant, ce qui se dessine, c'est Amen Thompson au poste 1 qui a joué meneur dans sa jeunesse, même si je trouve que c'est pas forcément le cas. Il y a aussi Aaron Holiday qui est sur le banc. Il y a Rich Shepard qu'on n'a pas encore beaucoup vu jouer. Ça va être un peu comme ça qu'ils vont essayer d'organiser le back court, à moins qu'ils fassent pas du tout de back court à part, entre guillemets, Thompson. Mm. Et puis après, bah, tu auras KD, Jabari Smith et Alperen Şengün. Le seul truc où je me dis que on peut nuancer un petit peu la perte de Fred VanVleet, c'est que, à l'image de ce qu'on peut avoir euh, avec Denver ou avec, par exemple, les Warriors et Draymond Green, c'est que, en fait, ton meneur de jeu, on l'a vu régulièrement aux Warriors, celui qui organise le jeu, bah, c'est Draymond Green. Une fois que c'est arrivé en attaque sur attaque Oui, classée, c'est Draymond Green. c'est pas À forcément leur Denver, poste 1 voilà, c'est comme clairement, attendu, quoi. c'est Mm. clairement Jokic. Ce qui peut être le cas là avec Alperen Şengün, où il va être, bah, c'est déjà son style de jeu, mais on va lui demander encore plus de mettre en place ce jeu et de mettre en place cette Mm. attaque. Et dans ce cas-là, le meneur classique, entre guillemets, servira, c'est réducteur, mais qu'à remonter le ballon. Mais ensuite, Mm. c'est Alperen Şengün qui lancera les systèmes. Et c'est peut-être là où ça va pas leur être trop dommageable d'avoir perdu Fred VanVleet, quoi. Ça va en tout cas être le seul moyen d'avoir un réel niveau Oui, pour faire de partie du haut du playmaking, ouais, classement complet, parce que, bah, comme on l'a dit, sa blessure est clairement dommageable et risque de les handicaper sur leur projet de faire au moins aussi bien, ce qui était déjà ouais, très haut en étant deuxième. Ouais. C'est dommage pour Houston. Après, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. clairement. Moi, je les ai quand même calés jusqu'à la 4e place de Ok. l'Ouest. Donc, voilà. Je trouve qu'ils ont pas du tout un effectif ridicule et Non, non, ça que c'est sûr. ça peut matcher comme ça. Ok. Moi, effectivement, je les ai placés quatrième à l'ouest parce que je pense aussi que ça va fonctionner.
notamment en saison régulière. C'est une équipe qui a une identité, etc. Encore une fois, je le dis parce qu'on n'en a pas parlé dans le développement, mais on a déjà parlé de lui par le passé. Ime Udoka, c'est un coach qu'on aime beaucoup. Et je pense qu'ils peuvent avoir une bête de mentalité. Et je trouve que même avec la perte de Dylan Brooks et de Green, réussir à faire venir KD pour entre guillemets si peu, je trouve que c'est fort. Ouais. Excusez-moi. On enchaîne avec les deux derniers. On va se garder les champions pour la toute fin. On avait les premiers de la conférence Est la saison dernière, qui sont les Cleveland Cavaliers. Je le disais un petit peu en taquinerie la saison, enfin dans l'intro. Est-ce que c'est encore une saison où ils font une bête de régulière et où ils n'arrivent pas à passer le cap en playoff, selon toi? C'est un peu ce qu'il y a à craindre. En plus de ça, ils vont être attendus. Ils ont encore fini premier. Ils ont un peu créé la surprise en enchaînant beaucoup de victoires Ouais, énorme saison en, régulière, la saison dernière. en saison régulière. Ils finissent à 64 victoires contre seulement 18 défaites. Donc c'est clairement... Même avec LeBron, ça n'a pas été fait. Hein. Pour Voilà, c'est... resituer Ouais. ce qui s'est fait à l'échelle des Cavs, quoi. Du coup, bah, c'est devenu un effectif attendu. Ils ont Ouais. le rôle de favori qu'ils vont devoir assumer. Pourquoi pas? Franchement, il y a de nouveau un effectif. Est-ce que Donovan Mitchell n'est pas à son prime actuellement et peut-être dans la saison à venir encore? Moi, je pense que si. Je pense qu'il va avoir du mal à faire beaucoup mieux. Ouais. Et est-ce que aussi Evan Mobley doit pas avoir l'année de la confirmation officielle du niveau qu'il peut avoir sur le plan défensif et offensif, même qu'il est capable de faire. Euh, Moi, je veux bien croire en Cleveland. J'ai petite rétention, effectivement, sur ce qui peut se passer en playoff. Peut-être par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, j'en sais rien, mais en tout cas, pour l'instant, j'émets un petit doute sur leur niveau en playoff. Moi, il y a plusieurs choses, effectivement. Alors, comme tu le disais, parce que je pense que ça va être peut-être le joueur le plus important. On a vu Evan Mobley l'année dernière décrocher le titre de Depoy. Je pense qu'il a bien fait de profiter de l'absence de Wemby, parce que je pense que derrière, ça va être dur d'aller le chercher. Et d'ailleurs, si l'année dernière Wemby avait joué toute la saison, il l'aurait sûrement été. Enfin, il l'aurait été, c'est même pas sûrement en fait. Effectivement, il y a son développement en attaque. Je trouve qu'on en a vu les brides. Euh, je mets du crédit pour ce qu'a fait Kenny Atkinson, parce que la saison d'avant, tout le monde se disait ah oui, mais backcourt trop petit, front courte compliqué à faire jouer ensemble, etc. Bon, lui, il a montré l'année dernière, c'était la meilleure attaque de la ligue en termes de stats, en termes de rating. Donc il a montré que c'était possible de faire jouer cette équipe ensemble, pas de problème. Mais encore une fois, premier tour, il sweep le hit, puis finalement, ils perdent 4-1 contre les Pacers. Petite nuance, même peut-être grosse nuance, on le sait, les blessures, etc., ça fait partie des parcours en play-off. On ne peut pas influer là-dessus. Malgré tout au long de la série contre les Pacers, ils ont quand même eu Garland qui a été blessé, Mobley, Donovan Mitchell qui a été diminué. Ils ont vraiment pas joué à 100%. Je dis pas qu'ils seraient passés, mais pour le coup, eux, ils ont vraiment été embêtés par les blessures et pas que Ils ont sur été un seul gênés, joueur. oui. Ou sur Donc, sur leur série, oui. c'est ça. Et comme ils ont un peu ce truc-là de flopper en playoff, ceux qui ont regardé ça de l'extérieur se sont de nouveau dit ah, t'as vu, hein, ils ont encore floppé. Oui, mais ça allait un petit peu plus loin que ça cette fois-ci. Pour autant, je pense, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, que le 5 majeur tel qu'on le connaît, c'est-à-dire avec les 4 verrous qu'il y a dans cette équipe, à savoir Mitchell, Garland, Mobley, Jarrett Allen,
potentiellement, je pense que c'est leur dernière saison si ça va pas au bout. Quand j'entends au bout, c'est au moins aller en finale NBA. Ouais, Je bah, de pense toute que si ça va façon, pas en finale NBA, ça trade. Soit sur le front de courte, soit sur le bas de courte. À mon avis, le premier fusible, c'est Jarrett Allen. Mais je pense que ça reste pas comme ça si ça va pas au bout. Je sais pas ce que t'en penses. non, parce que justement, l'année dernière, ils ont encore effectivement cette excuse de Mm. blessure qui leur justifie l'absence de finale. Mm. Là, c'est un peu comme les Knicks, c'est T'as peut-être finale raison, c'est de, peut-être pour ça que ça pète pas dès cette année. En vrai. ouais, c'est finale de conférence minimum, mais normalement finale NBA plutôt. Mm. Euh, Ça doit marcher avec l'effectif qu'ils construisent depuis plusieurs années, avec Ouais. le trade qui arrive avant la trade deadline de DeAndre Hunter, qui était un super move De ouf. en cours de saison l'année dernière. Je veux bien croire, effectivement, le projet Cleveland et le futur qu'ils peuvent avoir dans cette saison. J'aime bien l'idée d'apporter un Lonzo Ball. Corda. Je vais pas m'étendre dessus dans le sens, il y a toujours l'interrogation de ses genoux, ce qui va se passer. Mais en tant que backup, jouer quelques minutes, apporter son expérience, même s'il a beaucoup eu d'années de blessures, enfin, de Mhm. matchs loupés en tout cas. Moi, je valide l'idée de le faire venir dans un effectif comme Cleveland a actuellement, en mode on n'attend rien de spécifique de toi, juste prendre le jeu en main pendant que les autres se reposent. Et ok, genre, fais ce que t'as à faire sans être la star de l'équipe, quoi. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Surtout que pour le faire, tu te débarrasses, entre guillemets, pas dans le sens péjoratif du terme, c'est pas le bon terme, c'est que tu envoies à la place Okoro. Je trouve que le transfert est complètement gagnant. Tu as soit Okoro, un joueur qui est toujours là, mais qui t'apporte rien en termes de franchissement de palier, soit le pari Lonzo Ball, où bah, si ça fonctionne, et bah, c'est bingo, tu vois. C'est un mec qui peut jouer en sortie de banc, c'est un mec qui peut jouer si tu as un Darius Garland qui est blessé un petit peu en cours de saison, comme ça lui arrive régulièrement, bah en fait, il peut jouer à côté de Mitchell, il peut jouer à côté de Garland, il Ouais, il peut presque jouer peut 3. combler les deux. Voilà, il y a pas de problème. Et je trouve que leur banc, justement, avec lui, avec DeAndre Hunter qui sort du banc ou Max Strus en fonction de ce qui est fait sur le poste 3, et l'apport de Thomas Bryant, qui a fait des bonnes choses la saison Mm. dernière. C'est un joueur qu'on a pu moquer par moment. Je trouve qu'ils ont un meilleur banc et que ça peut effectivement les aider, même si pour moi, presque, pas tout, mais comme tu as dit, Donovan Mitchell, son plafond il est atteint. Darius Garland, on sait à quoi Mm. s'attendre. Jarrett Allen, c'est un très bon pivot, titulaire de NBA, pas de problème. Maintenant, C'est c'est. pareil, il fera rien de plus que ce qu'il a fait l'année. C'est Voilà. Evan Mobley qui va être la bascule de cet effectif. Le, le curseur, c'est Soit Evan ils Mobley, vont encore complètement. maintenir un niveau de jeu, voire même l'élever Mm. avec Evan Mobley, soit ils seront au même niveau que l'année dernière et peut-être sans blessure, ça leur permettra d'aller plus loin en termes de playoff. Ils doivent finir une nouvelle fois dans le haut de ce classement, la conférence Est. Un peu comme je vous ai dit, j'ai mis New York premier, donc logiquement, eux ne peuvent plus l'être. Et je les mets à la deuxième place et c'est là que je les attends, en tout cas cette saison. Et du coup, on est raccord. Moi aussi, je les ai mis deuxième. Et le dernier petit truc que je dirais sur les Cavs, et c'est vraiment juste du ressenti et pas du truc, c'est je regarde leur équipe, je regarde ce qui s'est passé, je me dis, il n'y a rien pour pas que ça marche, mais je sais pas. Je sais, ce truc-là, toujours les Il y a des Cavs, choses comme ça. je te jure, c'est dommage, mais c'est vrai que j'ai toujours le doute. Si on parle d'une équipe qui, pour le coup, eux ont réussi à aller jusqu'au bout, le OKC Thunder. Déjà, bravo messieurs pour la saison dernière. Quelle saison incroyable. Saison historique de la régulière.
saison historique pour leur mettre à jouer SGA qui a été MVP de la saison régulière, MVP des finales, champion. Il y en a très peu qui l'ont fait. Quand on dit très peu, on parle des Jordan, Hakeem Olajuwon, enfin O'Neal, voilà, c'est Petit joueur, petit joueur. des petits joueurs vite fait de l'histoire de la NBA. Euh, quasiment aucun transfert cet été, dans un sens ou dans un autre. Et c'est logique, au terme d'une saison comme ils viennent de faire. Et en plus, c'est une équipe jeune, donc on a des joueurs qui peuvent encore progresser. Donc voilà. Par contre, ce que j'ai kiffé, c'est que ils se sont pas posé de questions. Tous les mecs qu'il fallait prolonger, à qui il fallait envoyer de l'oseille, ils ont prolongé. Ils leur ont mis les contrats qu'il Ils fallait. ont aligné le chéquier, Ah, ils eux, il n'y ont a pas dit de. ça a fonctionné, bah on garde les Ils ont mêmes. dit ouais, on a déjà fait une fois, pas vouloir signer Harden pour garder Ibaka. Non, non, non. Là, on paye, on paye, on paye, on paye, on paye. On verra après comment ça se passe. Ils ont signé tout le monde, effectivement. Moi, ce qui va m'intéresser dans cette équipe, c'est qu'est-ce qui va prendre le dessus entre le relâchement d'être déjà champion et la progression qui va justement continuer d'y avoir parce que c'est une équipe jeune. On sait que, on l'a dit un petit peu en début d'épisode, il n'y a pas eu de back-to-back depuis les Warriors. Est-ce que tu penses que c'est l'équipe qui peut remettre le back-to-back dans les habitudes, entre guillemets, de la NBA? On l'avait fait sur notre épisode sur OKC et c'est un peu ce que tu viens de résumer dans la présentation de cette équipe. Puis il n'y a même pas beaucoup de choses à dire en fait sur eux. Ils ont C'est le vrai. même effectif, ils ont re-signé tout le monde, ils ont aligné à mort les dollars pour avoir le même effectif. Ils sont jeunes, il n'y a pas de question de vieillissement. Il y a juste une question, et qui peut que leur être bénéfique, c'est est-ce qu'ils peuvent devenir encore meilleurs? Ouais. Point d'interrogation effectivement sur peut-être le relâchement d'une équipe qui a déjà été championne. Elle se dit c'est bon, euh, c'est pas c'est facile, mais on l'a déjà été, donc on va de nouveau l'être. C'est effectivement le point d'interrogation, mais c'est vraiment pour chercher la petite bête. C'est Euh, clair. ok, ici, il n'y a rien à dire de particulier, et clairement, c'est même pas sur qui on va s'attarder dans cet épisode. Ils ont le même effectif, ils ont un mec qui a été MVP saison régulière plus des finales. Ouais. Qu'est-ce que tu veux demander de plus à cet effectif? Ils ont le même que l'année dernière, avec autant de bons joueurs, mais il y a juste à attendre la même saison d'hockey ici. Ne pas aller en finale, ce serait un flop. Ne pas finir premier, pas forcément, parce que c'est même pas ce qu'ils vont rechercher. Et on sait que la concurrence à l'Ouest est rude sur la saison régulière, aussi en playoff bien sûr, mais d'autant plus sur la saison régulière. Donc je pense qu'ils vont dérouler leur jeu tranquillement, si on peut dire ça comme ça. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que les comme tu dis, il n'y a pas besoin de s'étaler dans la longueur. En fait, les seules choses qui vont pouvoir venir perturber OK ici, c'est que pour moi, la concurrence s'est renforcée à l'Ouest pour le coup. Enfin, tu vois, Denver s'est renforcé, Mm. Houston s'est renforcé, les Lakers, ça devrait être plus fort, les Clippers, ça devrait être plus fort. Donc, c'est les seules choses qui peuvent venir les ralentir. Puis la deuxième petite chose, c'est que malgré tout, c'est une équipe qui a quand même surpris les 2 dernières saisons. Bon, là, ils surprennent plus personne, dans le sens tout le monde les attend. Et puis, bah, quand t'es le champion en titre, t'es un peu l'équipe à abattre, donc tout le monde va vouloir T'as été se cramé les l'année faire. dernière, Hein. quoi. Ah oui, voilà. C'est, On est au ça va courant être que c'est l'équipe. toi, quoi. On est au courant que c'est toi. Là, il n'y a plus de trucs. Il y a peut-être, on sait des fois comment dire, des ajustements des arbitres d'une saison à l'autre en fonction des critiques. Il y a eu pas mal de choses sur les lancers francs, sifflets à gogo pour SGA, etc. qui vont peut-être un petit peu s'adapter. Moi, après le dernier point où, à mon sens, il y a encore une vraie marge de progression, et c'est peut-être ce qui est inquiétant pour leurs adversaires, c'est que SGA a atteint ce qu'il devait atteindre. Enfin, il a atteint même plus que ce qu'il devait atteindre, parce qu'il
il y a quelques années, on ne l'attendait pas à ce point-là. J-Dub a progressé, a prouvé en play-off avec les performances qu'il a fait, etc. Même en finale, en faisant des cartons au scoring et tout ça. Et puis, t'as Shettelgren qui est devenu déjà un monstre défensif, mais on l'oublie un peu. Mais à l'époque, quand Shettelgren arrive, un an avant, il est annoncé un peu comme un Wemby, comme une licorne qui doit scorer, etc. à l'extérieur. Et je trouve qu'il peine un petit peu à prouver ce truc-là. Il le fait pour un grand, par-ci, par-là, mais je pense qu'il y a encore une marge de progression et c'est le seul du monstre à trois têtes en fait qui a encore, à mon avis, un palier à franchir. Et s'il le fait, là, auquel cas, ça va être... c'est déjà pas facile d'arrêter OKC, mais là, ça risque d'être impossible infaisable. Pendant de nombreuses années. Si c'est clair. Pour autant, je ne les ai pas mis premiers, puisque ceux qui ont regardé l'épisode de la semaine dernière ont vu que j'avais mis Denver en tête de cette conférence, parce que je trouve, comme je disais, que de manière générale, l'Ouest s'est renforcé. C'est une équipe qui va être attendue. Et attention aux aléas des saisons après titre. Je ne sais pas ce que je leur souhaite, mais une blessure par-ci, quelque chose par-là, un petit grain de sable dans la machine en cours de saison qui peut venir les ralentir. Et de toute façon, ça sera en play-off qu'on va les attendre, mais je les ai mis deuxième de la conférence Ouest. Ils resteront à la première place. Pour moi, ils peuvent que maintenir leur niveau, progresser, continuer d'avancer ensemble. Trop de certitudes. De choses positives, c'est un cercle vertueux qui les fera que progresser. Il n'y a rien à dire, je pense, de particulier pour l'équipe d'OKC pour cette saison. Une saison aussi zen que Marc Daigneault. Exactement. Ils ont ça me plaît. Et c'est amplement compréhensible. Voilà, c'est bouclé. On a fait le tour de la preview des 30 équipes sur ces 4 longs épisodes. Ne vous inquiétez pas pour la suite, on va essayer d'alléger un petit peu tout ça. On a discuté de pas mal de sujets, il y a pas mal de choses qui viennent. En attendant, on va vous laisser profiter de cette reprise de la NBA, enfin, après tous ces mois d'attente. On est prêt, on est impatient. En plus, on est bien servi par le programme qu'il y a pour la reprise. Il y a Kevin Durant qui va regarder OKC recevoir leur bague. Voilà. Toujours très plaisant. Hein. Et puis, on devait avoir LeBron contre Steph. On aura LeBron contre Luka. On aura Luka contre Curry. Et c'est déjà pas mal pour une reprise. Ça va. Il y a plus dégueulasse. On se retrouve rapidement sur la chaîne des frères Maurice. Exactement. À bientôt. Ciao.